Mesdames, Messieurs, chers amis, à l'origine, je devais présenter le carton de Domenichino pour la chapelle Paulet de Saint-Louis des Français à Rome. Et en fait, l'étude en vue de la restauration de ce carton a montré qu'il était impossible de le transporter sans dommage. Je me suis donc rabattue sur l'album Fayet, l'album de dessin de Gian Domenico Tiepolo, dont vous avez à l'écran la reliure du XIXe siècle. Lorsque Giambattista Tiepolo, qui était né en 1696, se représente à côté de son fils Gian Domenico près de l'allégorie de l'Europe, dans la fresque du grand escalier de la résidence de Würzburg, un chantier qu'il mène de 1750 à 1753, il est au fait de sa carrière. Bien que le sujet soit tout à fait fascinant, ce n'est pas de l'œuvre de Giambattista que nous parlerons aujourd'hui, mais de celle de son fils, l'élégant jeune homme à la perruque poudrée, qu'il représente à côté de lui, car il a été son principal collaborateur à Würzburg, comme plus tard à Madrid. On voyait dans un détail de l'allégorie de l'Europe ce tout petit portrait d'un artiste extrêmement fier de son œuvre. Né à Venise en 1727, Gian Domenico était l'aîné des enfants de Giambattista et il a été intégré tout naturellement à l'atelier familial. Sa première commande, indépendante, est celle qu'il a exécutée pour l'Oratorio del Crocifisso à côté de l'église San Polo à Venise, et il en était si fier qu'il a inclus son autoportrait dans une des 14 scènes de la Passion du Christ. Le répertoire qu'il utilise à cette époque est celui qu'il a formé au contact de son père. Mais très vite, comme on le voit dans ces deux images, cette sélection d'œuvres de Gian Domenico extrêmement connues, il invente son propre répertoire de scènes contemporaines. Ici, c'est le départ de la gondole, un tableau extraordinaire de la collection, encore en collection privée à New York. Et aussi, dans les fresques de la Villa Valmarana, on lui confie le décor complet de la Foresteria, donc un pavillon pour les invités, dans cette villa près de Vicenza, où Giambattista occupe les salons principaux de la villa avec l'Olympe, les scènes de la Jérusalem délivrée. Gian Domenico, lui, présente le repas champêtre, les paysannes se rendant au marché en grande tenue avec leurs petites bouclettes, leurs dentelles. Et c'est donc dès les années 1754. 1754, c'est la date des deux tableaux du Louvre, le Menuet et l'Arracheur de dents, qui appartenaient à la collection de Francesco Algarotti, qui sont présentés dans les salles du XVIIIe vénitien au Louvre. Donc, dès ces années, son répertoire personnel est bien fixé. Il sera toujours le collaborateur principal de son père, relayé peu à peu par son frère plus jeune Lorenzo. Et il est chargé dans toutes les fresques, notamment celle de la Villa Valmarana, des salons principaux, des détails les plus naturalistes, le paysan, la vieille femme, qui lui conviennent tout à fait. L'album Fayet, du nom du propriétaire de cet album qu'il a légué au Louvre, fait partie d'un ensemble de 313 scènes bibliques, scènes religieuses, que l'artiste a conçues à la fin de sa vie. Lorsque Giambattista est appelé à Madrid en 1762 pour décorer la salle du trône du Palais Royal, il est accompagné par ses deux fils, Gian Domenico et Lorenzo. Après la mort de leur père, le 27 mars 1770 à Madrid, Gian Domenico rentre à Venise. Pendant une vingtaine d'années, il va se consacrer aux commandes religieuses et profanes, ainsi du plafond de l'église San Lio à Venise ou le décor de la salle du Grand Conseil du Palazzo Ducale de Genova. Mais à partir de 1784, il abandonne peu à peu les commandes de peinture pour se consacrer au décor de la villa familiale de Zianigo, qui est située près de Venise, mais dont le décor a été transféré au XIXe siècle à la Ca' Rezzonico, qui est le musée du XVIIIe siècle vénitien à Venise.
Et il se consacre aussi à 3 séries dessinées. Les scènes de la vie contemporaine, qui sont exécutées pour la plupart autour de 1791, et le divertissement pour les enfants, il divertimento per i ragazzi, qui est en fait la série consacrée au Polichinelle et qui comprend 104 dessins. Cette série de Polichinelle peut être datée de 1797, qui est une année cruciale, puisque, comme vous le savez, c'est l'année de l'arrivée des troupes françaises de Napoléon Bonaparte à Venise. Le cycle des scènes bibliques ne peut être daté avec précision. Il comprend les 138 feuillets de l'album Fayet, mais le total des dessins retrouvés arrive pour l'instant à 313, et il est possible qu'on en trouve d'autres. L'historique de l'album du Louvre est documenté par une phrase d'Henri de Chennevières qui signale que Jean Fayet-Durand, un homme d'affaires, acquit l'album déjà constitué chez un bouquiniste, Piazza San Marco, en 1833. C'était bien, Piazza San Marco, en 1833, on pouvait acheter des albums de Tiepolo comme on en voulait. Et c'est un de ses amis qui l'a incité à le léguer au Louvre en 1889. Il s'agit donc d'un album factice, rassemblant seulement une partie des dessins exécutés par l'artiste, et la date de 1760 apposée sur la reliure est totalement fantaisiste. Peu à peu, de nombreux dessins qui appartenaient au grand dessin original de l'artiste sont apparus, une partie d'entre eux provenant d'un album maintenant démembré que l'on a appelé le recueil Lusarche. Au cours du 19e, première moitié 20e siècle, un certain nombre de dessins se trouvaient dans les collections Tourangelle. Étant donné que les feuilles de l'album ont été reliées sans respecter l'ordre de l'histoire sainte, il est nécessaire de mettre en rapport les dessins maintenant dispersés avec la suite du Louvre pour tenter de comprendre le processus de création. On a ici à l'écran un dessin de l'album du Louvre, Zacharie qui voit avec stupéfaction son sacrifice refusé, et sur l'autre feuille de la Pierpont Morgan Library, on a Zacharie, le même Zacharie absolument désolé, désespéré, qui sort du temple. Donc les deux scènes, normalement, à l'origine, ont été conçues à la suite, et elles sont maintenant divisées. Les sources de Gian Domenico, quand il conçoit son grand ensemble, sont très diverses. En dehors des textes des 4 évangiles, des actes des apôtres, l'artiste a probablement consulté des textes beaucoup plus obscurs comme le proto-évangile de Jacques ou le pseudo-Matthieu, un texte latin du 5e siècle connu aussi sous le nom de Liber de Infantia. Et on pense qu'il avait accès, grâce à l'un de ses frères, Giuseppe Maria, qui était prêtre de l'ordre des Sommasques à Santa Maria della Salute, il avait accès à de nombreux ouvrages, la librairie de la Salute étant extrêmement riche. Le thème des pérégrinations de la Sainte Famille de l'enfance du Christ est particulièrement à l'honneur dans les mosaïques de la basilique de San Marco, et il est vraisemblable que l'artiste les a beaucoup consultés avant d'entreprendre cette série. Et la légende dorée est également une de ses sources. On voit ici, dans l'arrivée des prétendants de la Vierge, cette troupe totalement indéfinie, donc très nombreuse, on voit des détails qui correspondent tout à fait au répertoire favori de l'artiste, le page, en costume plus ou moins de la Renaissance, très véronésien, les tissus rayés arborés par les orientaux, et aussi cette technique qui apparaît ici de manière extrêmement précise de la réserve du papier. La lumière est apportée par la réserve du papier blanc qui apparaît, comme l'album n'a pas évidemment été exposé, les feuilles sont restées à l'abri de la lumière, c'est vraiment la couleur des feuilles d'œuvre choisies par l'artiste que nous avons ici. Et il fait une première esquisse préparatoire à la pierre noire que l'on verra plusieurs fois au cours de cette présentation. Puis il reprend à la plume, il varie les couleurs du lavis et il manie cette réserve du papier de manière absolument éblouissante. Presque tous les dessins, ce qui est très curieux aussi, c'est que presque tous les dessins sont signés et parfois même 2 fois.
Au premier coup d'œil, on sent très bien que l'auteur est un artiste vénitien. Et tout au long de l'album et de ces scènes bibliques, il distribue des détails typiquement vénitiens. On reconnaît ici le campanile de l'église San Felice à Venise, dans cette scène de la tentation du Christ. La scène dans l'album du Louvre se situe devant un fronton qui pourrait aussi être celui de l'église San Felice qu'on a à l'écran ici. C'est une vue moderne parce que c'est le quartier, elle est située dans le quartier où habitait la famille Tiepolo, qui devait probablement voir le campanile depuis leur fenêtre, puisqu'on conserve au moins un dessin, un paysage de Gian Domenico qui est conservé à Rotterdam et qui présente ce campanile dans la perspective probablement de l'appartement des artistes. La zone a été complètement transformée par l'ouverture de la Strada Nuova au cours du XIXe siècle. Le caractère très savoureux de la scène et ici se sent dans l'attention portée par l'artiste à la description de Satan, qui semble être le personnage le plus amusant pour lui, le plus intéressant. Et il y a un magnifique repentir de la queue de Satan. On voit le premier tracé à la pierre noire, puis cette queue très relevée, très guillerette, de Satan, aux pieds fourchus, comme ceux d'une chèvre. Aussi un détail animalier qui appartient au répertoire familier de Gian Domenico. La personnalité de l'artiste se révèle de manière particulièrement frappante dans cette autre scène de la Passion du Christ. Il donne un accent particulièrement dramatique en insérant un personnage que l'on retrouve rarement dans ce genre de représentation, celui de l'enfant qui apporte une corde, qui se dépêche, il est pressé d'apporter cette corde. Il rajoute à la dimension dramatique, à la tension de la scène, et il donne en même temps un accent si prévisiblement humain à l'histoire sainte que l'on doit se souvenir que les dessins ont été exécutés au moment où la terreur régnait en France. Et alors que les dessins ont été exécutés donc à la fin du XVIIIe siècle, les détails qui auraient pu être des détails antiquisants dans cette scène historique, puisque Ponce Pilate se lave les mains, c'est une scène située au 1er siècle de notre ère, le buste de Tibère César, donc l'empereur régnant, et le dossier du fauteuil sont complètement rococo, donc n'appartiennent pas du tout au vocabulaire néoclassique qui était en vigueur à cette époque. Dans la série biblique, la série religieuse, les thèmes abordés vont de l'histoire des parents de la Vierge, Anne et Joachim, à l'enfance de la Vierge et à son union avec Joseph, puis la conception de Jésus lors d'une absence de Joseph, la naissance du Christ et les péripéties de la fuite en Égypte, souvent selon l'évangile syriaque de l'enfance du Christ. Ensuite, on trouve, succédant à l'histoire de Jean-Baptiste, fils de Zacharie et Élisabeth, le ministère du Christ et sa passion. Et quelques épisodes de paraboles, comme celle de l'enfant prodigue, sont intercalés. Mais inséré dans l'album du Louvre et complet, on trouve un ensemble de dessins consacrés aux 14 stations de la Via Crucis, thème qui avait été celui du décor de San Polo, dont Gian Domenico a donné une version gravée en 1749. Et il reprend donc à 40 ans d'intervalle la composition du frontispice gravé, que nous aurons tout de suite à l'écran, dans laquelle il place au sein d'un paysage montagneux les instruments du supplice du Christ, et aussi, ce qui est assez original, c'est l'évocation de la Vierge avec le Maria qui est écrit ici, le cœur transpercé d'un glaive, qui est l'évocation des douleurs de la Vierge. Les instruments de la Passion sont bien connus, évidemment, la croix, les dés, la couronne d'épines, les clous, et aussi l'évocation du reniement de Saint-Pierre avec ce coq sur un tambour. Dans la mesure où l'artiste a repris, donc à de longues années d'intervalle,
des compositions qu'il avait déjà travaillées, on peut considérer qu'il s'agit véritablement d'un testament spirituel dans cet ensemble de scènes religieuses. Pour évoquer Saint Pierre et Saint Paul, il a fait appel aux Actes des Apôtres, qui ont donc constitué sa source principale. On peut noter dans cette scène de la libération de Saint Pierre par un ange un usage extraordinaire de la réserve du papier dans cet ange merveilleux qui arrive à toutes ailes. Et l'arrière-plan de la scène est évidemment inspiré de la série de Piranèse, Les Prisons, une Carceri d'Invenzione, qui ont été une série qui a été publiée entre 1750 et 1761. Né en Veneto, le graveur avait fréquenté l'atelier de Giambattista Tiepolo à Venise et les relations entre eux étaient certainement très, très importantes puisqu'ils étaient tous graveurs, ils partageaient ce goût. S'ils ne partageaient pas le goût pour les ruines antiques, ils partageaient le goût pour la gravure. Un autre détail significatif dans cette scène, c'est celui de l'homme allongé que l'on va retrouver tout à l'heure et qui est aussi une citation qui plaît énormément à Gian Domenico. Et certains épisodes de l'apostolat de Pierre qui font appel à une iconographie très complexe, comme sa rencontre avec le centurion romain Cornelius, donne lieu aussi à de très belles compositions comme celle de la bibliothèque de Rouen, où l'on voit un ange qui est complètement inspiré de certains tableaux tardifs de Giambattista, notamment l'ange apparaissant à Abraham du musée du Prado. En exécutant cette série de 313 dessins bibliques, Gian Domenico a fait appel à toutes les ressources de sa culture personnelle et de la culture de l'atelier. Et Castiglione, peintre et graveur, appartient à son panthéon personnel. Il partage avec cet artiste génois le goût des représentations animalières, la mise en scène des voyages pastoraux, la science du clair-obscur et une même approche spontanée de la gravure. On voit ici que cette scène du voyage de Joachim dans la solitude avec son troupeau, après que son sacrifice ait été refusé, on voit qu'il y a un lien évidemment formel, direct, avec l'œuvre de Castiglione, gravée par Pietro Monaco, un graveur avec lequel Gian Domenico avait des relations personnelles, puisque sur la droite, on voit une gravure de Pietro Monaco qui peut dater de 1743 et qui est exécutée d'après un dessin de Gian Domenico. Il s'agit donc du témoignage de sa première œuvre documentée. Et donc cette œuvre est une copie d'après un tableau de Castiglione. Le voyage de Jacob sur la gauche est une évocation générique des tableaux et du répertoire de Castiglione. Et on comprend très bien en le voyant à quel point Gian Domenico a pu étudier son œuvre, même s'il n'a pas vu véritablement cette œuvre précisément. Et l'intérêt de l'artiste pour les gravures est attesté. Il possédait des gravures de Stefano della Bella, de Calo, de Salvatore Rosa, dont on trouve des citations tout au long de sa carrière. Et la vente Tiepolo de 1845 comportait de nombreux recueils de gravures. Le motif de l'homme allongé, qui est une autre citation donc de cette figure, dans cette annonce à Joachim, est clairement analogue à une figure de Domenico Fetti, mais les deux artistes pourraient l'avoir emprunté à une gravure de Cornelis Blumhardt, qui est certainement la source pour les deux œuvres. On notera également dans ce dessin de Gian Domenico, de l'album Fayet, ces bœufs, plus vrais que nature, et en bas à gauche, la représentation très réaliste, presque incongrue, du chien qui mord ses puces. Extrêmement naturel, très décontracté. Et cette intervention des chiens qui apparaît déjà dans l'œuvre de Véronèse est aussi une sorte de fil rouge dans l'œuvre de Gian Domenico.
De nombreux détails situent les scènes dessinées par Gian Domenico, de même du reste que dans son corpus peint, les situent à Venise. C'est ainsi que là, dans cette scène de l'apostolat de Saint-Pierre, l'apôtre est assis sur une chaise, enfin une cathèdre, un trône qui est censé évoquer un trône antique, notamment la cathédrale Pétri, le trône antique d'époque paléochrétienne, qui se trouve inséré dans la grande mise en scène de Bernin, au centre de la basilique Saint-Pierre de Rome. Mais le trône auquel Gian Domenico se réfère, ce n'est très certainement pas celui de Bernin, qui a été inséré par Bernin, ce n'est pas celui de Rome, mais c'est très probablement celui qui se trouve à San Pietro di Castello, une église de Venise. Il s'agit d'un trône aussi d'époque paléochrétienne et qui est censé être un trône de Saint-Pierre. Les sources antiques sont très peu fréquentes dans l'œuvre de Gian Domenico, et lorsqu'il doit citer un monument antique, il se réfère plus aux gravures qu'à la réalité vécue. Il est très possible que l'artiste se soit rendu à Rome, mais on n'a pas vraiment de témoignages dessinés de ce passage. Et lorsqu'ici, dans les funérailles de Saint-Pierre, il doit évoquer le passage devant le Colisée avec l'arc de Constantin à l'arrière-plan, c'est à la gravure de Piranèse qu'il fait appel, une gravure de 1757 qu'il devait posséder. Mais il n'hésite pas à changer un petit peu la mise en page. Le Colisée est surélevé, il est assez largement complété, et l'accent est ainsi mis sur cette dépouille très poignante de l'apôtre après la crucifixion. On peut noter aussi la présence d'un panier tressé au premier plan, un détail tout à fait anecdotique, mais c'est un détail qui apparaît très fréquemment dans les compositions de l'artiste au point de constituer presque une signature. Moi aussi, j'adore les paniers, donc je comprends très bien qu'il se soit passionné pour les paniers, sauf que moi, je collectionne des paniers différents, lui, et c'est toujours le même panier qu'il représente. Parmi les sources vénitiennes citées par Gian Domenico Tiepolo, Titien apparaît à plusieurs reprises, ce qui est tout à fait normal, compte tenu de son statut de grand génie vénitien. Et il a, dans cette série biblique, il a pris pour modèle Titien dans deux scènes, notamment pour le sacrifice d'Abraham, une composition. Il reprend la composition que Titien avait peinte pour San Michele in Isola, c'est l'île où se trouve l'actuel cimetière de Venise, et le tableau est maintenant à la Salute. Mais on notera, en regardant le détail du bras de l'ange, ici et là, que ce n'est pas la peinture de Titien qu'il a copiée, mais plutôt une gravure, et on sait que on pense que la gravure qu'il a utilisée est celle de Valentin Lefebvre de 1682. Dans une autre feuille de ce recueil, non pas du Louvre, mais de l'ensemble, il a utilisé la composition du couronnement d'épines qui est maintenant au Louvre, et de manière aussi extrêmement précise. Autre grande source vénitienne, c'est naturellement Véronèse, dont on sait que l'œuvre a été au centre de la réflexion de Giambattista Tiepolo, décorateur. Et les deux pères et fils ont parfaitement assimilé les leçons de Véronèse. Dans la mise en scène architecturale de cette scène du banquet d'Hérode, ici c'est la tête de Jean-Baptiste qui arrive sur un plat, on retrouve évidemment l'ampleur de l'un des nombreuses scènes de repas de Véronèse. Ici, j'ai choisi le repas chez Lévi,
qui a été peint pour le couvent des Santi Giovanni et Paolo et qui est maintenant à l'Accademia à Venise, qui est de 1573, où l'on a aussi tous ces éléments décoratifs avec le chien, les costumes bigarrés, ces costumes rayés qui ont constitué une source d'inspiration. Et on notera aussi les détails de l'architecture chez Véronèse, ami de Palladio, que l'on retrouve aussi dans les éléments du dessin. Le dessin pourrait sembler presque une sorte de parodie, d'après Véronèse, avec les éléments décoratifs luxueux que l'artiste met en scène habituellement, les plats très décorés, que Giambattista reprend aussi dans cette scène du Palazzo Labbia, le banquet de Cléopâtre, ou dans toutes les grandes scènes décoratives de tous les nombreux palais qu'il a décorés. Mais ici, il y a un élément qui est beaucoup plus personnel, c'est cette orientale en pied, une sorte de signature tiepolesque. On notera aussi l'usage merveilleux de la réserve du papier, qui donne un aspect très poétique à la scène, bien qu'elle soit horriblement tragique. Et curieusement, la scène est inachevée, le dessin est inachevé, alors que l'artiste ne manquait pas de modèle ou d'inventivité pour l'achever. C'est le seul cas de dessin de la série religieuse qui ne soit pas terminé. Autre influence, autre caractère typiquement vénitien, c'est la présence des architectures de Palladio dans les œuvres des deux Tiepolo et qui apparaît, comme on va le voir, de manière particulièrement frappante dans un des dessins de l'album où l'on voit le Christ guérissant un possédé et la scène, la situation de la scène est complètement empruntée à la Villa La Rotonda de Palladio, où il y a même le mur de séparation devant lequel le Christ fait son miracle. On notera aussi dans cette scène l'usage des costumes rayés, ces costumes orientaux qui venaient de la Méditerranée orientale, qui apparaissent déjà chez Véronèse et que Tiepolo utilise à la fois pour leurs notes exotiques et pour animer ses compositions. On notera aussi la présence d'une statue de divinité devant le mur, ce type de représentation est un autre point d'intérêt de l'artiste auquel on doit de très nombreux projets dessinés pour des groupes sculptés, tant chez lui du reste que chez son père. La présence des sculptures dans le programme iconographique des villas vénitiennes n'est plus à démontrer et Tiepolo a beaucoup fréquenté les environs de Vicenza, évidemment, au moment du décor de la Villa Valmarana. Dans cette scène des deux disciples qui se préparent, qui essaient de capturer une ânesse, nous avons une autre citation d'un artiste vénitien, cette fois contemporain. Il s'agit de Marco Ricci. La vue de ville à l'arrière-plan est complètement empruntée à une gravure de Marco Ricci. C'est un motif qui a beaucoup plu à Giandomenico puisqu'il a exécuté un dessin qui se trouvait malheureusement en France dans la collection du duc de Talleyrand, qui a été vendue. C'est une grande perte puisqu'il y avait de très très nombreux dessins vénitiens de première importance. On voit que là, Giandomenico se plaît à non pas inventer un motif, mais à le restituer avec sa poésie particulière, son goût pour les rehauts de la vie et pour un éclairage contrasté. Ce motif réapparaît de très nombreuses fois dans son œuvre, mais c'est ici peut-être qu'on est le plus à même de l'apprécier. Et la scène animalière est d'un certain intérêt, puisqu'on voit à l'arrière-plan un ânon, donc il est plus petit que l'ânesse, donc on peut penser que c'est son fils. Et cette présence de l'ânon indique que l'artiste avait une grande connaissance des mœurs de des ânes,
et qu'à la campagne, on savait très bien que pour attraper un ânon, il fallait d'abord attraper la mer. Et c'est donc cette note rurale, rustique, que l'artiste met en scène. Il a beaucoup consulté les recueils de gravures de Berchem, de Nicolas Berchem, mais à l'évidence, il n'avait pas besoin de modèles pour donner un caractère personnel, naturaliste à ces représentations animalières. On notera la grande spontanéité de ces sujets. Un autre répertoire qui apparaît fréquemment dans l'œuvre de Tiepolo, c'est celui des vieillards. Dans chaque scène, on représente un groupe de vieillards. Ici, on a la chance d'avoir 3 vieillards très différenciés. L'oriental, avec le turban et un magnifique drapé de brocart, et aussi à côté un homme en costume plutôt contemporain de l'artiste, donc qui fait son intrusion dans la scène avec son chapeau des années 1790. Ce répertoire est très présent dans l'œuvre de Giambattista. On voit ici à l'écran 2 dessins du musée Adger de Montpellier qui possède, grâce à Adger, un fonds de dessins de Tiepolo particulièrement remarquable. Et ce sont souvent des détails exotiques, des drapés extraordinaires et la caractérisation des figures par le drapé, qui est un exercice tout à fait particulier de la famille Tiepolo. On notera aussi le motif de grenade sur ce brocart, un détail que Gian Domenico se plaît à multiplier dans ses dessins. Les cultes spécifiquement vénitiens sont très présents dans cette série religieuse, notamment l'insistance sur le rôle de Zacharie. Zacharie, le père de Jean-Baptiste, et en fait, qui est assez peu souvent représenté dans l'iconographie religieuse, mais qui ici occupe une place de choix, et on peut l'expliquer par un culte typiquement vénitien, celui de San Zaccarie, dans l'église San Zaccaria, du même nom, qui est située non loin du palais des Doges, où est conservée l'urne du corps de San Zaccarie, qui est arrivée, je pense, vers le 5e siècle à peu près. Et ces reliques ont fait la richesse de l'église. L'église avait un rôle important dans la scénographie du pouvoir à Venise, puisque le doge y faisait une visite à Pâques en grande procession. Les moniales, les religieuses de ce couvent bénédictin étaient choisies parmi les jeunes filles de la noblesse, de la plus haute aristocratie vénitienne. Elles étaient cloîtrées par leur famille la plupart du temps. Ce n'était pas un choix personnel. On sait que les familles, pour conserver leur patrimoine, devaient faire cloîtrer la plupart de leurs filles afin de ne pas perdre leur fortune par la dot ou par la division des biens. Et donc, il y a beaucoup d'histoires assez croquignolesques sur les religieuses de San Zaccaria. Ce sont celles qui recevaient dans leur parloir, qui était devenu un lieu extrêmement mondain à Venise. Dans la scène ici, Gian Domenico essaie de mettre des éléments historiques. On a là une table de la loi, un costume très oriental pour Zacharie, mais aussi la scène est plutôt située à Venise, puisque le cierge en bois doré, là, est un objet que l'on trouve très fréquemment dans les églises vénitiennes, où les sculptures en bois doré sont très appréciées. La présence du brocart aussi est importante avec son motif de grenade. Et il y a une note étrange qui donne toute sa saveur à la scène. Ce sont les hommes en costume contemporain de l'artiste que l'on voit de dos derrière les marches de l'autel et qui introduisent une note presque à la limite de l'humour, puisque l'artiste introduit une sorte d'autoportrait de dos dans une scène qui est historique, mais dont on sait très bien aussi qu'elle n'a peut-être pas existé. Enfin, il y a tout un passage du réel à l'imaginaire. Et c'est peut-être aussi la grande leçon de ce genre de dessin, c'est d'ouvrir sur l'imaginaire.
Dans d'autres scènes, l'artiste, en dépit de toutes les influences qu'il a assimilées, de l'enseignement paternel très fort, de l'influence très forte de son père, il a été à même de développer une iconographie originale. Il a même inventé certains sujets sacrés. Comme ici, Anne, la mère de la Vierge, qui accompagne son mari Joachim dans la solitude où il doit se retirer pour expier on ne sait quel péché. Mais cette scène n'a jamais été représentée autrement. Donc c'est une vieille dame. L'artiste insiste sur le fait qu'il s'agit d'une très vieille dame qui est soutenue par des serviteurs. Et il déploie dans ce dessin une technique tout à fait originale que l'on ne trouve pas souvent ailleurs dans ses dessins. C'est ce trateggio à la plume, plus ou moins serré, plus ou moins en diagonale, qui permet de différencier les plans et qui est rehaussé par la présence de la réserve de papier. C'est un peu comme s'il avait voulu créer des figures en bas-relief. Et cela nous rappelle qu'il a été, dans tous les grands décors de son père, il a été le spécialiste des scènes en grisaille, en camailleux. Dans tous les décors importants, il y avait des scènes peintes par Gian Domenico. Il utilise aussi toutes les ressources de l'encre pour ces rehauts de la vie. En créant certaines scènes, il a certainement voulu aussi imprimer à cet ensemble l'apparence d'un testament spirituel, comme je l'ai déjà dit. Et ici, notamment dans l'une des scènes de la Via Crucis, le portement de croix, lorsque le Christ arrive face aux saintes femmes, il reprend, en l'inversant, un motif qu'il avait déjà mis en scène dans son premier décor de San Polo, avec ce détail touchant de la femme qui présente un enfant au Christ. Costume contemporain, costume Renaissance, costume antique, tout se mélange dans cet ensemble, mais il y a une unité, c'est l'unité de la volonté d'exprimer une émotion. Et dans toutes ces scènes de la Passion, il y a une véritable émotion pour faire comprendre à quel point cette passion peut toucher tous les hommes. Un autre des thèmes récurrents dans le corpus de Gian Domenico, c'est celui de la fuite en Égypte. Lorsqu'il était à Würzburg, il avait dédié au prince évêque, je vous passe son nom, en 1753, une série de 22 gravures consacrées au seul thème de la fuite en Égypte, avec de très nombreuses variations. Et notamment celui-ci du passage de la statue antique qui se brise au moment du passage de la Sainte Famille. Alors, ce qui, dans la gravure, était tout à fait vraisemblable, puisque les morceaux de la statue sont tombés, dans le dessin devient carrément humoristique et ressort plutôt de la bande dessinée, puisqu'il s'agit vraiment du moment où le haut de la statue tombe. Donc c'est un instantané photographique qui montre aussi que l'artiste peut-être ne prenait pas au sérieux toutes les scènes qu'il représentait et qu'il y a un peu d'amusement dans cet ensemble. Le caractère humoristique apparaît aussi en demi-teinte dans cette scène très rare de Saint Paul, de l'apôtre Paul, qui se cache en compagnie de l'un de ses disciples, qui s'appelle Aquila. Et pour survivre, il s'adonne au métier entre cordonnier et tailleur, puisqu'il couse des toiles de tente. Et ils sont assis devant une chaumière tout à fait rustique, tout à fait allure Vénéto au XVIIIe siècle. Et devant eux, il y a des montants, des poteaux. Ce sont les poteaux auxquels on attache les gondoles au bord du Grand Canal. Des poteaux rayés avec une partie sculptée en hauteur qui donne un caractère complètement vénitien à la scène.
Je croyais, moi, que c'était des accessoires inventés pour les touristes au XIXe siècle, mais en fait, en regardant l'album, j'ai découvert qu'effectivement, au XVIIIe siècle, il y avait aussi déjà ces poteaux rayés. Et l'artiste s'est bien amusé avec ce dessin, puisqu'il l'a signé 2 fois, ici, en toutes lettres, et avec ses initiales sur le ballot à gauche. Il a étudié très sérieusement la chaumière, puisqu'on possède un dessin de sa main qui est conservé, un dessin très naturaliste qui est conservé à l'Ashmolean Museum d'Oxford. Dans cet épisode de la fuite en Égypte, qui est aussi une invention personnelle, on voit que l'âne s'approche très dangereusement du précipice, et ce sont les anges qui interviennent à toute hâte pour le repousser vers le bord de la montagne. La vue de la ville en contrebas est probablement une vue de Udine, où Gian Domenico a travaillé assez longuement avec son père. L'artiste a aussi bien travaillé cette scène, puisqu'on voit de nombreux repentirs dans la place des jambes de l'âne ici, qui est un petit peu déséquilibré. Et donc il a vraiment essayé de donner une allure tout à fait plausible, très véridique à cette représentation, et on notera aussi l'effroi de Joseph. D'autres scènes appartiennent à un répertoire plus complexe, notamment une scène de circoncision, toujours dans l'histoire de l'apôtre Paul, qui doit circoncire un de ses compagnons, Timothée, qui est à l'agonie. Donc avant sa mort, il doit le circoncire, parce qu'il était grec, mais donc non circoncis. Et les premiers chrétiens, cela nous rappelle que les premiers chrétiens étaient presque tous d'origine juive, et que donc il était probablement obligé d'être circoncis avant sa mort. La scène est difficile, mais c'est aussi un merveilleux répertoire de motifs chers à l'artiste. Alors le jeune page très charmant, au costume Renaissance, le magnifique brocart avec ses motifs très visibles, les détails réalistes dans les costumes, et aussi cet homme de dos, en bas de soie, petites chaussures très XVIIIe siècle, chapeau des années 1790, qui est là en sorte de spectateur, présent et non présent, et qui appartient à un répertoire qui est aussi très cher à la famille des Tiepolo. Nous avons ici une caricature de Giambattista Tiepolo, une des plus savoureuses, conservée au Metropolitan de New York, un homme de dos, que Gian Domenico recitera à l'identique dans une des scènes de la Villa Tiepolo de Zianigo, qui est maintenant à Carezzonico. Donc ce passage d'un répertoire personnel à un répertoire d'atelier est toujours assez fascinant dans cette série de dessins. Dans d'autres scènes, on trouve des citations textuelles de tableaux de Giambattista Tiepolo, en particulier dans cette scène représentant Paul baptisant Denis l'Aréopagite avec sa femme Damaris. Denis l'Aréopagite étant certainement le beau vieillard très véronésien qui se trouve ici au premier plan. Et à l'arrière-plan, c'est la citation d'un tableau de Giambattista qui se trouve au musée Pouchkine à Moscou. Donc cette scène dans un palais avec ses magnifiques colonnes corinthiennes, ses très hauts plafonds, situe vraiment l'ambiance très aristocratique et aussi très vénitienne de cette iconographie. Sur le côté gauche, dans une niche, une statue de Neptune qui est très certainement empruntée, enfin qui est une citation
d'un dessin que Giandomenico a exécuté. On en a fait de très nombreux, mais celui-ci est le plus proche. Celui-ci est conservé au musée des Beaux-Arts de Marseille. Les collections françaises conservent quelques dessins des Tiepolo, beaucoup plus qu'il n'y en a au Louvre, puisqu'en dehors de l'album, nous avons très très peu de choses. Et c'est une grande pitié de voir que tous les dessins qui se trouvaient en France au XIXe siècle ont quitté la France. On l'a vu, il y a de très nombreuses citations du répertoire favori de Giandomenico dans toutes ces scènes. Ici, on retrouve l'inévitable paysanne italienne du Veneto avec son costume très typé. L'âne, celui-ci est tout à fait particulièrement charmant, mais aussi les chiens. Et on a pu écrire d'assez longs paragraphes sur la présence des chiens dans les tableaux et les dessins de l'artiste, à tel point qu'on a pu reconnaître les races. Alors il y a le chien de chasse, il y a le cavalier King Charles, et j'ai mis ici en comparaison un dessin du musée de Grenoble qui représente plusieurs animaux, des animaux familiers, mais aussi un animal exotique, le lion, qui est très souvent aussi représenté par l'artiste. C'est un homme des Lumières, c'est un homme du siècle des Lumières. Il s'intéresse à la botanique, il s'intéresse aux animaux, aux représentations du monde. On possède de très nombreux dessins de lui représentant des chauves-souris, par exemple. Il y a un très beau dessin à Milan représentant des chauves-souris. Il a fait un crocodile qui est conservé au Courtauld à Londres. De très très nombreux dessins animaliers qui s'inspirent à la fois des planches naturalistes de Buffon ou d'autres ou de la réalité. Ici, on peut penser qu'il s'agit véritablement de la réalité dans ce petit chien de compagnie qui accompagne les dames vénitiennes avec leurs manchons lorsqu'elles se promènent, probablement un cavalier King Charles. La scène représente les adieux, non pas la visitation, mais les adieux de Joseph et Marie à Zacharie et Élisabeth avant la naissance du Christ et de Jean-Baptiste. Dans cette autre scène de la Passion apparaissent deux motifs que l'on retrouve aussi tout au long du corpus de Giandomenico. Cette invention du personnage de la Vierge de dos drapée, telle une statue tragique, qui rythme toutes les représentations des scènes de la Passion, peintes, dessinées ou gravées de Giandomenico. Et cette Vierge, comme une statue du commandeur, qui est là pour donner véritablement l'intensité dramatique à la scène, que l'on ne voit pas. Il n'est pas besoin de montrer son désespoir pour le sentir à la vision de cette femme drapée de dos. Et pour tempérer le tragique de la scène, l'artiste met en place ici un élément beaucoup plus anecdotique, beaucoup plus exotique, le cavalier oriental, avec tout son attirail exotique, le cavalier oriental dans toute sa puissance, sa grandeur. Là, c'est le trompette qui est chargé de scander les étapes de la montée vers le Golgotha. Et c'est un motif très récurrent dans l'œuvre de l'artiste qui, comme on sait, vivait à Venise et où les orientaux, les Turcs étaient très présents sur les quais de Venise. Et j'ai mis ici en comparaison un extraordinaire dessin qui se trouve au Metropolitan d'un cavalier oriental aussi avec tout son attirail qui fait cabrer son cheval et qui s'apprête à galoper alors qu'en fait il est juste au bord d'un précipice devant une vue de ville tout à fait vénitienne. Donc c'est une scène qui est à la fois étrange, crédible par l'observation du cavalier et de la ville, mais en même temps complètement impossible, puisqu'un cavalier ne se mettrait pas à galoper à cet endroit-là. On notera les détails du carquois, des babouches, des étriers, du turban. Nous sommes là en pleine fascination pour l'Orient.
Et on notera aussi à quel point l'artiste sait rendre ces scènes de foule, ces scènes d'ensemble, simplement par le miracle de sa technique, de sa virtuosité, en alternant les plages de la vie plus ou moins foncées et les réserves de papier, de façon à faire comprendre à la fois la densité de la foule et aussi l'esprit qui règne dans la scène, avec l'horreur d'un côté, un certain amusement avec ce cavalier de l'autre, et au final, cette figure solaire du Christ très, très claire, presque en blanc. Dans son approche des scènes sacrées, on peut dire que Gian Domenico, enfin c'est mon point de vue, peut être considéré comme un grand humaniste. Et on peut aussi peut-être le comparer à Mozart, à la manière dont Mozart a traité ses personnages, quelquefois un petit peu grotesques, avec beaucoup de défauts, mais aussi beaucoup d'humanité dans ses opéras. Ils sont du reste contemporains. Gian Domenico est le témoin de la fin d'un monde et il assiste en spectateur amusé et ironique aux profondes mutations de la société de son temps. Il a assisté à la chute de Venise en 1797. Le Bucentaure a été, la nef du Doge a été mise en pièces par l'armée française. Le corneau, l'accessoire, la coiffure protocolaire du Doge a été brûlée publiquement. Les Français ont supprimé les institutions de Venise. Et on peut imaginer à quel point ça a été très très mal vécu par les Vénitiens, qui étaient très attachés à leur ville comme on sait. En puisant dans les ressources du passé, Gian Domenico a créé une sorte d'hommage éternel à l'homme, à la fois à la beauté des actions humaines, à leur caractère imprévisible et horrible. Et il n'oublie jamais d'inventer, ici dans cette scène scène, le mot est bien choisi, dans ce dernier repas du Christ, il invente, comme on n'en a jamais vu ailleurs, une table en fer à cheval et un chien très présent qui va boire l'eau du rafraîchisseur de bouteille. Il multiplie les détails réalistes comme la broderie sur de la nappe, le tapis par terre. Et en même temps, c'est une scène extraordinairement frappante, une sorte de volonté de coller à l'histoire sacrée, de montrer qu'il la comprend et qu'il veut en léguer la spiritualité. C'est un artiste, Gian Domenico est un artiste extraordinairement personnel, très original. Il n'a pas été seulement le fils de son père, il est très souvent oublié. On peut dire aussi qu'une grande partie de son œuvre est consacrée aux scènes contemporaines et au dessin. Et donc c'est un trésor que nous avons au Louvre avec cet album Fayet, même s'il est assez difficilement consultable. J'espère que nous aurons pu, parce que c'est un travail d'équipe, que nous aurons pu vous en donner une idée qui vous donnera envie de venir le consulter. Au département des arts graphiques, Porte des Lions, Aile de Flore, où la salle de consultation est ouverte tous les jours entre 13h et 18h et où nous accueillons très généreusement toutes les personnes qui aiment le dessin. Je vous remercie de votre attention.